La Chronique Éco, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré au décryptage de l'économie chinoise. Le Festival du film international de Beijing a débuté le 16 avril dernier et le palmarès sera dévoilé demain samedi. C'est ce festival qui va servir de toile de fond à notre discussion d'aujourd'hui, le business du 7e art en Chine, les sommes monumentales qui sont générées et surtout les coproductions sino-étrangères et plus particulièrement les coproductions sino-françaises. Cette semaine, notre reporter Clémence Azuelos est parti à la rencontre de professionnels de l'industrie au marché du film organisé en marge du festival. On regarde. Cette semaine, Beijing met le cinéma à l'honneur. Plus de 600 célébrités venues du monde entier ont afflué vers la capitale chinoise pour assister à la 6e édition du Festival international du film de Beijing. En marge de la compétition officielle qui départagera une quinzaine de films chinois et étrangers, se tient un rendez-vous majeur dans l'industrie cinématographique qui est en pleine expansion en Chine. L'année dernière, ce marché du film avait généré 2,2 milliards de dollars en contrats signés. Certains parlent ainsi de la Chine comme d'une nouvelle Hollywood. Qu'en est-il? C'est le reportage de cette semaine dans la Chronique Éco. En fait, l'industrie cinématographique française, elle est vraiment formidable, mais en France comme en Europe, c'est un marché qui est stable. Tandis qu'en Chine, depuis 10 ans, le marché augmente de 30% par année. 50% sur les 3 premiers mois de 2016, 50% de croissance, ce qui est juste énorme. Plus d'une dizaine de salles de cinéma s'ouvrent chaque jour en Chine pour répondre à la demande de divertissement de la classe moyenne du pays. Les salles IMAX sont extrêmement populaires auprès des jeunes générations et agrémentent presque tous les centres commerciaux. La Chine compte depuis 2009, date de l'ouverture de MoMA à Beijing, son premier cinéma d'art et d'essai. Elle pourra prochainement se targuer de posséder le plus grand studio du monde qui est actuellement en construction à Qingdao. Ouais, le marché chinois est le deuxième plus gros marché du monde. Derrière les États-Unis. L'année prochaine, il va devenir le premier marché du monde en termes de box-office. Donc il y a vraiment un attrait de la part de tous les pays du monde de participer à cette croissance. Toutes ces nouvelles salles de cinéma qui sont créées chaque jour, ça fait vraiment l'envie des producteurs étrangers. Et puis il y a aussi le fait que, vu la population chinoise et le nombre de salles existantes, le marché chinois va probablement tripler par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc le marché nord-américain, c'est à peu près 11 milliards de dollars. On pense que le marché chinois a une capacité minimum de 15 milliards de dollars. Donc plus ou moins une fois et demie le marché nord-américain. Événement phare du festival, le Forum de la coproduction sino-étrangère rencontre chaque année un grand succès. Cette année, il accueillait notamment Nathalie Portman. Et pour cause, les coproductions avec la Chine sont très prisées par les producteurs étrangers d'une part qui souhaitent accéder à l'énorme marché chinois et qui doivent donc contourner les quotas qui le protègent, et par les producteurs chinois d'autre part qui souhaitent développer les techniques et le storytelling nécessaires pour que leurs films rayonnent à l'international. De nombreux réalisateurs chinois tels que Chang Kai-ge et Zhang Yimou sont aujourd'hui reconnus, mais les films chinois ne sont pas vraiment populaires à l'étranger. En tant que scénariste de la nouvelle génération, j'aimerais collaborer avec des producteurs étrangers pour promouvoir ma culture. Les valeurs américaines ont longtemps dominé le marché, mais je pense que la culture populaire chinoise a sa place sur la scène internationale. D'autant plus que ma voix est celle d'une génération plus internationalisée. Cette volonté de promouvoir la culture et les valeurs chinoises grâce au 7e art est également celle du président chinois Xi Jinping, qui avait déclaré son intention de développer le soft power du pays. Cette ambition n'est pas sans rappeler celle des débuts d'Hollywood, qui a vu en une dizaine d'années l'émergence fulgurante d'un concurrent ou peut-être d'un partenaire de choix. Depuis Beijing, Clémence Azuelos pour CCTV français. Alors Clément Magard, vous êtes français, vous vivez à Beijing depuis plusieurs années et vous êtes le PDG et le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Lumière International. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes un professionnel du cinéma en Chine et vous êtes aussi une encyclopédie vivante du cinéma chinois. Pouvez-vous nous décrire brièvement vos activités ici en Chine ? Merci beaucoup de votre invitation. Je ne suis pas une encyclopédie, mais j'ai la chance de vivre et de travailler à Pékin depuis 7 ans dans le cinéma. Donc j'ai quelques clés pour essayer de comprendre ce marché. Donc j'ai travaillé 4 ans dans une société de production et de distribution chinoise avec laquelle j'ai acheté un nombre important de films français, notamment des films de catalogue français de la Nouvelle Vague, des films de Éric Rohmer, de François Truffaut, Godard, mais aussi des films français plus récents comme Persepolis ou La Haine. Par ailleurs, j'ai développé les relations internationales du First Film Festival, qui a développé des relations de long terme avec le Festival de Cannes et le Festival Premier Plan d'Angers. Et suite à ça, j'ai créé Lumière International, qui est une agence culturelle qui fait le contraire.
c'est-à-dire qui exportent la culture chinoise à l'étranger. Voilà, donc on a travaillé sur plusieurs films chinois qui ont fait leur première internationale à Venise. On a travaillé pour le Festival Venise pour coordonner les médias chinois, donc on est plus maintenant dans cette orientation. D'accord. Alors, on a vu dans le reportage de ma collègue Clémence des images du tapis rouge avec Nathalie Portman, toujours magnifique, les acteurs hongkongais comme Aaron Kwok ou Chow Yun-fat. Donc, on l'a vu, hein, le glamour, les paillettes sont bien là, c'est un vrai tapis rouge. On a l'impression que le festival du film de Beijing, donc il y a l'affiche juste ici, n'a rien à envier en principe à la Mostra de Venise ou à la Berlinale, mais on a l'impression que les enjeux sont un petit peu différents ici. C'est-à-dire que par exemple, l'américaine Nathalie Portman a dit en conférence de presse qu'elle adorerait travailler avec un réalisateur chinois. Elle a cité Zhang Yimou, puisque c'est à mon avis le réalisateur chinois que les étrangers connaissent le plus. On assiste vraiment à une ruée vers la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? D'abord, on parle du Festival de Pékin. Je pense que c'est une opportunité extrêmement importante pour Pékin, qui est la capitale du cinéma en Chine, d'avoir cet événement qui n'a que 4 ans, qui en est assez balbutiement, mais qui déjà, comme vous le dites, attire beaucoup de stars chinoises, hongkongaises, américaines. Il y en avait bien d'autres, des Sud-Coréens, des Américains, européens, etc. Donc le Festival de Pékin a un long chemin. Cannes, ça fait 68 ans, Venise, 72 ans. Mais c'est sur le bon chemin. Et quand on parle de l'engouement de Nathalie Portman ou d'autres artistes, par exemple Kevin Spacey, l'américain, je crois qu'il est le premier américain à avoir fait un film en Chine il y a quelques années, Matt Damon qui finit un film en Chine cette année avec Andy Lau et Zhang Yimou. Donc cet engouement, je pense qu'il n'est pas seulement lié au cinéma, il est lié à la Chine dans beaucoup d'autres secteurs. Ou dans le secteur du cinéma, tous les professionnels que je rencontre. La Chine, c'est un pays qui attire. Qui attire pour son économie qui se développe, et puis pour l'attraction artistique que ça représente pour des artistes étrangers de travailler en coproduction avec une culture qui est très différente et qui peut amener, je pense, des créations qui peut enrichir les créations. On va quitter un peu le cadre du festival pour s'intéresser au côté financier de l'industrie cinématographique en Chine. On va voir les chiffres qui vont s'afficher derrière nous, les chiffres des recettes du box-office chinois depuis 2005 jusqu'à l'année dernière 2015. Donc vous pouvez voir que la courbe, le graphique monte en flèche. Donc je ne sais pas, est-ce que vous pouvez commenter très brièvement c'est les chiffres qu'on voit derrière nous. C'est une croissance fulgurante apparemment. Voilà, ouais. Donc là, c'est pas indiqué, mais en 2015, le taux là, je voyais dans le reportage, Vincent Fischer le disait, c'était 50% de croissance du box-office chinois, alors qu'au même moment, l'économie chinoise avait une croissance de 6,7% pour le PIB. Donc le chinois va plus vite que le PIB voilà. En fait. En ce moment, c'est une industrie qui a une énorme vitalité, les secteurs de l'industrie, les industries créatives et notamment le cinéma. 50% c'est énorme, donc en 2005 c'était un box-office presque nul. Aujourd'hui, il a dépassé tous les marchés à part celui des États-Unis qui est encore 11 milliards. Donc il faut encore doubler ça, mais Vincent le disait aussi, on prévoit qu'en 2020 le marché du cinéma chinois dépasse le marché américain. Alors là, le graphique s'arrête en 2015. En 2016, au mois de février, donc c'était la fête du printemps en Chine, donc grand moment de vacances où tout le monde va dans les salles de cinéma pour regarder un bon film. Il y a eu le succès phénoménal du dernier film de Stephen Chow, La Sirène, The Mermaid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, qu'est-ce qui a suscité un tel engouement pour ce film dont on voit l'affiche également ici? Effectivement, c'est le film qui a dépassé tous les autres films en termes de box-office. Donc c'était au moment du Nouvel An chinois, donc qui est la meilleure période pour un film. Une sortie de film en Chine, c'est le Nouvel An chinois, le moment où tout le monde est en vacances. Stephen Chow, c'est un réalisateur hongkongais qui est connu de à peu près toutes les générations, qui fait des films surtout comiques depuis 20 ans. Shaolin Soccer, le film culte. Voilà, donc c'était fait pour réussir, mais c'est vrai que dans ces proportions-là, c'est extrêmement. Je pense que pas grand monde ne pouvait prévoir ce type de chiffres. C'est une comédie qui marche auprès de toutes les générations. Mais je suppose que vous l'avez vu, évidemment. Je l'ai vu pendant le Nouvel An chinois. Moi, je suis un grand fan de Stephen Chow aussi depuis des années. Moi aussi, je l'ai vu pendant le Nouvel An chinois. Et ça montre que il y a une classe moyenne qui se développe, qui va de plus en plus au cinéma. Il y en a qui vont à l'étranger pendant le Nouvel An chinois, mais il y en a beaucoup qui restent en Chine quand même. Et voilà, et maintenant avec les infrastructures, le nombre de salles en Chine qui est à peu près de 25 000 écrans en Chine contre 5 000 et quelques en France. 25 000, c'est énorme. D'autant plus que vous m'avez dit en préparant l'émission qu'en fait les Chinois ne vont pas tant que ça au cinéma. C'est-à-dire beaucoup moins que les Américains ou les Français par exemple. Ouais, il y a un chiffre, l'année dernière en 2015, un habitant chinois allait au cinéma en moyenne 0,8 fois par an.
Et quand on compare ça aux Français, les Français vont au cinéma 3,3 fois par an. Comme les Américains, c'est à peu près le même chiffre pour les Américains. Donc il y a un énorme espace encore de progression. Et effectivement... parce que là, si en moyenne un Chinois va moins d'une fois au cinéma par an, mais il y a une marge énorme. Il y a plus de 20 salles de cinéma qui ouvrent par jour en Chine, j'ai entendu. C'est la moyenne l'année dernière. Et à peu près sur 8 ans, c'est 20 000 écrans qui ont été construits. En sachant, voilà, je disais qu'il y en a 5 000 en France, donc c'est énorme. Et comme disait Vincent aussi, les chiffres pour les industries nord-américaines et françaises ne bougent pas tellement. Ils sont assez stables en termes d'écran, en termes de box-office. Alors, un scandale a récemment éclaté dans le monde du cinéma chinois, celui du trucage des films du box-office. Alors, ça peut paraître un peu étrange comme terme. Les producteurs, en fait, pour résumer très brièvement, achètent des tickets pour leurs propres films, pour faire croire que leur film remporte un succès phénoménal. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Est-ce qu'elle est répandue? Est-ce qu'elle existe depuis longtemps ou est-ce qu'elle est relativement récente? Et est-ce qu'on ne la trouve qu'en Chine, mais aussi ailleurs dans d'autres pays du monde? Effectivement, cette information a été relayée dans les médias il n'y a pas longtemps, surtout pour le film qui vient d'être détrôné par La Sirène de Stephen Chow, qui était Monster Hunt, voilà. Qui était le précédent record, qui, pour faire le buzz et dépasser Fast and Furious 7, qui venait de sortir 4 mois avant, effectivement, on truquait un petit peu les chiffres en achetant des séances, c'est-à-dire des séances qui sont vides, pour grossir les chiffres et pour dépasser le blockbuster américain. Mais ils l'ont fait non seulement pour Monster Hunt, mais effectivement c'est une pratique qui peut se comprendre dans le sens où il y a une pression des exploitants de cinéma. Si un film ne fonctionne pas les 2 premiers jours, dès le 3e jour il peut disparaître des écrans. Ouais. Donc pour éviter ça, les producteurs qui ont investi beaucoup d'argent dans ces films font en sorte que les chiffres soient importants le 1er jour, le 2e jour de la sortie. C'est impressionnant, vous avez 3 jours pour donner une chance à un film en fait. En Chine, a priori, les exploitants peuvent faire sortir un film au bout de 2-3 jours, alors qu'en France, a priori, il y a une semaine minimum. Une semaine minimum. Donc il y a une pression. Donc après, ça dépend du régulateur. Et il se trouve qu'avec ces informations relayées par les médias, le SART prend des mesures pour empêcher ce type de pratique. Ouais. Mais à ma connaissance, ça existe dans d'autres pays, notamment en Asie. Il suffit de regarder les chiffres tous les jours. En fait, il y a des chiffres publiés par les autorités et on voit que tous les jours des salles de cinéma indiquent le même nombre de recettes, $500 par exemple à toutes les séances, toutes les heures. Ce qui théoriquement est impossible. Ce qui est impossible a priori d'avoir un chiffre rond tous les jours à toutes les heures. Donc ça existe, mais après ça dépend du régulateur et je pense que ça va se réduire pour assainir la situation en Chine. Ouais. Je voudrais qu'on aborde maintenant le sujet des coproductions, puisque le 17 avril dernier, donc en marge du festival, il y a eu le forum de coproduction cinématographique sino-étranger. Depuis la création du festival en 2011, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 42 milliards de yuan de contrats ont été signés. Et le 29 avril 2010 a été signé entre la Chine et la France un accord de coproduction cinématographique. Le but étant d'augmenter les possibilités de coopération entre les deux pays. Pouvez-vous nous dire ce que cet accord a changé ? Alors d'une part, je voudrais dire que ce principe de la coproduction, ça existe avant cet accord officiel, dans le sens où beaucoup de films chinois qu'on connaît en France, comme Tia Changke, Lo Ye, Wang Xiaoshuai, avaient un producteur français dans le montage du film, qui a permis à ces films d'être connus des festivals, parce que les Français ont l'expérience de la vente des films à l'international, de la promotion dans les festivals, qui a aidé ces réalisateurs. Et avec cet accord, donc ça encourage encore plus cette pratique, dans le sens où le principal intérêt de cet accord, c'est pour un producteur français, c'est que son film soit à la fois français en France et chinois en Chine. Donc pour un producteur français, ça veut dire avoir son film sortir en Chine, échapper au quota et sortir comme un film chinois avec tous les avantages que ça a. Et pour les films chinois, notamment les films d'auteur, ça permet de bénéficier de certains fonds et de financer souvent à hauteur de 20% des films d'auteur. Il y a encore des financements qui existent pour ces films-là en France, par exemple Arte, les fonds de soutien du CNC. Donc c'est un petit peu Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux pays en fait. Voilà. Et a priori ça fonctionne pas mal. Les 2 dernières années, 2016 et 2015, la Chine a envoyé des films aux Oscars qui étaient des coproductions franco-chinoises. Cette année, c'était le dernier loup qu'on a derrière nous, qui a été refusé par l'Académie parce qu'il n'était pas assez chinois, mais c'est discutable ça. Voilà, c'est discutable parce que c'est un film en langue chinoise, tourné en Chine, avec des acteurs chinois sur une histoire chinoise. Mais ça montre quand même que la Chine est fière de ses coproductions, et l'année précédente c'était un film franco-chinois aussi, Le Promeneur d'oiseaux, qui participait aux Oscars pour la Chine.
On a l'affiche derrière nous du Dernier Loup, enfin en français Le Dernier Loup. C'est un film, donc, on l'a dit, tourné en Chine avec des acteurs chinois. Est-ce que, vous avez dû évidemment en entendre parler, est-ce que la coproduction, une coproduction sino-française, comment ça se déroule? Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a des difficultés? Évidemment, il y aura des difficultés, des choses bénéfiques. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Le principe, c'est qu'il faut jouer sur les éléments du film pour avoir un certain nombre de points sur un barème en termes de lieu de tournage, d'acteurs, scénaristes, post-production, techniciens, etc. Donc c'est un équilibre un petit peu parfois difficile à trouver. Les critères sont pas les mêmes du côté chinois, du côté français. C'est pour ça que beaucoup de films se font dans le cadre de cette coproduction en chinois avec des acteurs chinois. Parce que pour la France, c'est moins important le côté culturel français dans les films. L'important, c'est que des artistes français participent et des producteurs français participent à la production. Pour la Chine, il est important que le film ait des éléments culturels chinois. Mais les difficultés, je pense que c'est les mêmes difficultés qu'il y a pour n'importe quelle affaire entre deux pays, entre deux parties. Il faut que les deux parties s'entendent bien. Il y a un certain nombre de procédures administratives à prendre en compte, donc il faut que les deux parties s'entendent bien sur ces procédures. Mais a priori, je vous ai cité plusieurs exemples. L'année dernière, il y avait 6 coproductions qui sont sorties en salle en Chine. Donc on a parlé de ces 2 films. Il y a le film de Tia Zhangke, qui est tout à fait chinois par un réalisateur chinois, mais qui est une coproduction. Donc jusqu'à présent, on dirait qu'il y a un engouement des producteurs français et chinois pour développer ce genre de production. D'ici 2020, et probablement, les chiffres semblent montrer que même avant, la Chine sera probablement devenue le premier marché mondial du cinéma. J'aimerais que vous me disiez, Clément, selon vous, la Chine a-t-elle l'ambition et surtout les moyens humains et financiers de devenir le nouvel Hollywood? Avant que vous me répondiez, je voudrais qu'on regarde une petite question que ma collègue Clémence a posée à Vincent Fischer et vous voir si vous êtes d'accord avec sa réponse ou pas. Je ne pense pas que la Chine soit un nouvel Hollywood. Je pense que la Chine est en train de prendre sa place à l'échelle mondiale dans l'univers du cinéma. Il n'y aura pas de nouvel Hollywood, il y aura une façon chinoise de produire des films, de distribuer des films, de créer des films. La grosse nouveauté, c'est qu'avant Hollywood était la seule grosse puissance cinématographique mondiale, donc pouvait un peu dicter ses lois, ses façons de faire. Aujourd'hui, Hollywood souhaite accéder au marché chinois, mais doit déjà traiter avec les Chinois d'égal à égal. Voilà. Donc, moi je pense que est-ce que ça va devenir le nouvel Hollywood? C'est pas mon souhait qu'il y ait une nouvelle cinématographie qui occupe l'espace de manière aussi prépondérante que le cinéma hollywoodien, qui a un petit peu au passage rendu difficile le développement des cinématographies locales. En France, on a la chance d'avoir des régulations qui aident la production locale, mais c'est pas le cas de tous les pays. Donc en ça, vous êtes d'accord avec Vincent Fischer quand il dit, pour lui, ce ne sera pas un nouvel Hollywood, ce sera quelque chose de différent. C'est-à-dire financièrement plus gros, mais en termes d'export des films, certainement ne jouera pas dans la même catégorie probablement. C'est difficile de dire. En tout cas, je pense qu'il y a cette volonté des producteurs chinois et des autorités chinoises de promouvoir la culture chinoise à travers les films. Donc ça, c'est une orientation qui va forcément se développer, qui va prendre du poids. On en est très loin encore du Hollywood parce que pour beaucoup de public occidental, la Chine, ça reste quelque chose de peu identifié comme entité culturelle. Parfois, on confond la Chine avec le Japon, donc on est très loin encore du formatage un petit peu des films hollywoodiens où tout le monde comprend les langues, connaît les stars, etc. Mais on va vers là et j'espère que la Chine pourra développer un modèle peut-être un peu différent d'Hollywood, mais qui, je pense, sera aussi qui sera très riche. Donc pas le nouvel Hollywood, mais comment dire, en fait, un pays qui va... Une nouvelle cinématographie très importante au niveau international, qui sera reconnue de manière internationale beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais qui prendra peut-être d'autres formes que ce que Hollywood a fait jusqu'à présent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie encore, Clément, d'être intervenu sur notre plateau.